Bonjour tout le monde, bonjour surtout Christine et bienvenue parmi nous. Ça me fait plaisir de te revoir après le temps qu'on s'est vu à Béthune. C'était une journée très intéressante et j'espère et je suppose et je suis sûre que la soirée sera aussi intéressante, seulement un peu plus courte. Voilà, à toi. Alors, déjà, en préambule, avant de parler du futur programme, quelques nouvelles du fond qui sont des nouvelles qui ne changent pas beaucoup, en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est toujours le statu quo, puisqu'apparemment, le Parlement a quitté la table des négociations sur le vote du budget concernant le programme, mais pas que, hein, bien sûr. Je pense que le programme en fait partie des désaccords entre le Conseil et le Parlement, puisque le Parlement, c'est pas un secret, souhaitait vraiment une forte augmentation du programme et que le Conseil n'était pas favorable et en fait, on était revenu sur des niveaux qui étaient l'équivalent de ceux qui sont actuellement en cours. Donc rien de bien particulier. Bien sûr, on n'a au moins pas de diminution de budget, mais c'est vrai que on aurait bien aimé à l'occasion de cette fusion pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus confortable pour le programme l'Europe pour les citoyens. On attend donc évidemment pour que le programme soit défini. Alors j'imagine que dans les cartons, les choses se font quand même en backstage. Hein. J'imagine bien qu'ils n'attendent pas non plus totalement que tout soit bouclé pour avoir déjà travaillé sur la fusion des programmes et sur à quoi ressemblera les nouveaux programmes, en sachant qu'il y a surtout un énorme travail à faire sur les deux autres programmes, sur les programmes droit et égalité et les programmes Daphné. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, ces programmes, si vous avez eu l'occasion d'y jeter un œil ou... Vous connaissez déjà ou pas du tout? Pas du tout. Les nouveaux programmes, pas du tout. Les anciens, oui. Mais pas... Parce que pour ceux qui ont déjà testé les programmes droit à égalité, bon, généralement, c'est très rarement des porteurs de projets qui émargent sur le programme L'Europe pour les citoyens parce que c'est complexe. Moi, j'ai essayé d'accompagner un porteur de projet qui m'a dit « je jette l'éponge ». Tout est en anglais, c'est compliqué, voilà, voilà, c'est pas possible. Donc très clairement, comme je l'avais dit, de toute façon, l'intention était de la simplification, hein, de vraiment d'aider les porteurs de projets à avoir une meilleure identification du programme par quelque chose qui sera plus simple et qui ressemblera au formulaire du programme L'Europe pour les citoyens, parce que là, en ce moment, c'est vraiment inenvisageable d'attaquer un financement sur droit à égalité pour la plupart des structures associatives, voire même pour des collectivités. Donc, on en est là. J'imagine qu'ils ont déjà travaillé, puisqu'on est censé quand même avoir des appels à projets qui devraient avoir lieu. Alors, j'imagine finalement peut-être pas comme c'était tous les ans l'occasion au mois de février, puisque a priori, nous, en tant que point de contact, on sait déjà que notre action va être reportée sur les premiers mois de l'année 2021. Donc, j'imagine que si notre action est reportée, le programme le sera aussi. Il y a aussi une passation entre les points de contact. Pour certains points de contact, c'est très compliqué dans certains pays, puisque dans certains pays, le programme L'Europe pour les citoyens est rattaché à un ministère, le ministère de la Culture. Et il se trouve que, évidemment, le ministère de la Culture dans ces pays-là n'est pas prêt à accueillir un programme justice, parce que c'est pas vraiment sa vocation. C'est ce qui crée un peu le souci de cette fusion aussi sur un plan technique, c'est que on a déjà eu des rendez-vous avec la DG Justice et évidemment le ton n'est pas du tout le même hein, que la DG qu'on a l'habitude de voir. On n'est pas du tout sur les mêmes types de programmes et donc je pense qu'il va y avoir une acculturation nécessaire aussi de ces trois programmes. La chance, on va dire, qu'on a par rapport
au programme l'Europe pour les citoyens et tous les programmes qui sont apparus comme le Fonds citoyen, c'est qu'on est dans une mouvance un peu où on veut remettre les citoyens un peu plus au centre. C'est-à-dire que, par exemple, sur la nouvelle programmation 2021-2027, sur des programmes de fonds structurels, comme le FSE, par exemple, le FEDER ou des programmes comme Urbact, on est sur il y a des volets qui sont réservés à l'implication des citoyens. Donc, il semblerait que vraiment, ce qu'on souhaite insuffler dans ces programmes, c'est un peu plus d'implication des citoyens et un peu plus surtout de connaissance des citoyens par rapport au dispositif qui, pour l'instant, reste un peu confidentiel. Hein, quand on est sur du FSE dans des collectivités, les citoyens sont pas du tout informés et puis ça les intéresse pas du tout d'ailleurs de savoir qui paye un morceau de la crèche ou un morceau de... Donc l'idée serait de pouvoir lier ces actions et c'est aussi notre volonté, en tout cas la mienne pour le futur programme, c'est d'aller vers les régions. J'ai déjà commencé un travail de fond avec les régions pour essayer de savoir un peu quels sont leurs besoins. Parce qu'il y a certaines régions qui ont des actions qui sont très différentes les unes des autres. Il y en a qui ont des soutiens pour les programmes comme l'Europe pour les citoyens ou des soutiens logistiques ou des soutiens en termes d'aide, notamment des consultants qui aident des porteurs de projets. Donc, je vous invite à aussi justement alerter les porteurs de projets il serait intéressant qu'ils se renseignent auprès des régions pour savoir quels sont les soutiens apportés pour déposer un projet sur le programme, par exemple l'Europe pour les citoyens. Mais c'est plus vrai sur Erasmus, mais ça l'est aussi. En tout cas, là, j'ai déjà pris un contact avec l'ensemble des régions et des délégations à Bruxelles, pour justement que notre programme ne soit pas oublié et encore plus aujourd'hui où il va être agrandi et élargi et que ce sera des occasions supplémentaires de pouvoir avoir des financements sur certaines actions de lutte contre les discriminations ou en matière de violence faite aux femmes puisque c'est l'objet de ces deux autres programmes d'appel au droit à égalité. Donc l'idée c'est d'identifier dans chaque région un relais qui serait en même temps un accompagnement d'Erasmus qui serait également au moins en tout cas un relais pour le nouveau programme pour au moins me permettre d'intervenir dans des réunions interprogrammes. Donc voilà, on en est là par rapport au futur programme et je vais rentrer un peu plus dans le détail. On va peut-être, je vais aussi vous donner quelques chiffres par rapport au bilan du programme. Donc Jean-Michel, si tu veux bien mettre le PowerPoint. Je vous rappelle les objectifs du programme, hein, qui est des objectifs généraux qui sont à la fois de promouvoir la citoyenneté active, c'est-à-dire l'engagement civique, la participation civique, et de pouvoir aussi à mieux appréhender la citoyenneté européenne à travers des projets mémoire, mais aussi à travers la participation civique et l'engagement démocratique, à savoir encourager également le volontariat, encourager toutes les actions qui permettent à des citoyens de pouvoir intervenir, de pouvoir débattre et de pouvoir avoir un avis, comme on l'a d'ailleurs, enfin comme vous l'avez construit sur le projet de Saint-Brieuc, où on encourage les débats, on encourage qu'il y ait une remontée aussi au niveau de la Commission européenne de ce que pensent les citoyens. Donc on est toujours dans un souci non pas justement de propagande, mais plutôt d'information et de facilitateur de débat.
Donc ça restera de toute façon les objectifs généraux du programme, même si il sera un petit peu transformé et que malheureusement il changera très probablement de nom, bien que nous ayons lutté contre ça, mais bon. Donc ça deviendra un volet de ce programme droit et valeurs, mais on va le voir un petit peu plus tard. On gardera sinon de toute façon la même structure plus ou moins. Hein. Là, ce que je vous montre, c'est la structure qui a lieu aujourd'hui, mais qui sera la même. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que il serait intéressant de déposer dès le premier appel à projet, parce que on sait bien que quand il y a un nouveau programme, les gens généralement se disent oh là là, bon, je vois quel est ce nouveau programme, que je me renseigne. Et généralement, il y a un petit temps qui permet à ceux qui sont les plus rapides de pouvoir avoir plus de facilité de financement, puisqu'il y a moins de monde qui dépose. C'est toujours le problème des rounds, en fait, des différentes sessions, où on a parfois des sessions qui sont un peu saturées dans les demandes et d'autres beaucoup moins. Donc, c'est vrai que forcément, si vous avez moins de concurrence, vous avez plus de possibilités. Voilà, sur la structure du programme. Donc, on sera toujours sur la même, de toute façon, les mêmes volets qui sont donc la mémoire européenne avec, pour le volet mémoire, mais pas seulement, on aura également pour les autres volets les mêmes approches multidisciplinaires. Sur un niveau qui sera à dimension européenne et transnationale. J'aurais tendance à dire que ça, c'est le propre un peu de tous les financements européens, de toute façon. Et on aura des priorités pluriannuelles qui seront bien sûr différentes, en revanche, que de celles qui existent aujourd'hui. Il y aura probablement une meilleure porosité, ce que je trouverais assez intéressant d'ailleurs, entre les priorités du volet 1 qui sont... alors, c'est vrai que je parle un peu comme si tout le monde était au courant, mais peut-être que... Est-ce que vous connaissez tous un peu le programme, ou est-ce que justement il faut un peu faire un rappel global? Un petit rappel global ne fait pas de tort, je pense. D'accord. Très bien. Alors, donc je vous rappelle la structure du programme. C'est pour ça que j'avais fait ces slides de toute façon. C'est donc dans le volet 1, le volet mémoire qui s'attache plus à développer des projets de citoyenneté autour de la mémoire européenne, donc autour de dates clés qui sont des dates qui sont prédéfinies dans le calendrier. Vous voyez sur la partie droite de la diapo les priorités pluriannuelles. Vous avez en petit 1 les commémorations d'événements. Donc cette année, les commémorations d'événements concernent donc la déclaration de Robert Schuman de 1950, la réunification allemande de 1990. Donc là, c'est pour votre réseau, c'est particulièrement, on va dire, approprié, hein, intéressant. C'était approprié, hein, c'est passé évidemment. Donc j'ai vu passer quelques sujets hein, sur ce thème cette année, sur des jumelages de villes franco-allemands. J'ai pas eu forcément les dossiers, en tout cas j'en ai vu un, mais j'ai pas vu tous les dossiers j'ai pas eu tous les dossiers entre les mains, mais je sais que c'était un petit peu une belle occasion aussi pour terminer la session du programme. Donc il y aura d'autres priorités pluriannuelles qui seront définies dans le prochain programme, mais normalement on devrait avoir une meilleure porosité entre les différents volets. Notamment pouvoir justement sur un jumelage de villes parler voilà ce que vous faites déjà hein, de toute façon, mais qui sera là peut-être plus encouragé que ça n'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans des priorités qui sont propres à chaque volet. Donc là, le volet mémoire, c'est pour des plus gros projets qui sont des projets avec autour de plusieurs événements organisés par des grosses structures ou par des collectivités.
des projets plus importants et qui ont pour référence des points historiques avec un certain nombre d'autres thématiques en dehors de ces commémorations précises qui ont lieu chaque année et qui sont définies par année. Il y a aussi toutes les thématiques autour des régimes totalitaires, autour de la lutte contre la xénophobie, contre toutes les formes d'intolérance contre les groupes minoritaires. Donc, l'ensemble de ces volets seront peut-être un petit peu modifiés, mais il y aura toujours un volet mémoire de toute façon aussi dans le prochain programme. Le volet numéro 2, donc je vous rappelle en quoi consiste ce volet. Il s'agit donc là, ce qui vous concerne plus directement dans le réseau de la FAFA, les jumelages de villes, les réseaux de villes jumelés et les projets de la société civile. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur les réseaux de villes jumelés parce que c'est assez dommage, mais on a très peu de projets déposés sur ce volet. Et c'est dommage parce que c'est un petit peu quand on veut avoir des financements plus importants et qu'on est sur des plus gros projets, c'est un excellent moyen d'associer des citoyens. Et il y a très peu de projets déposés. Donc, on a notamment cette année sur les réseaux de villes jumelés, on avait 4 projets déposés. Et donc, il y en a 2 qui ont obtenu les financements. Ce qui est bien en termes de pourcentage. Maintenant, c'est vrai que c'est assez juste quand même en termes de nombre de candidatures déposées. Je vais vous donner un exemple quand j'arriverai au réseau de ville d'un projet qui a abouti de réseau de ville. Alors, bon, évidemment, je vous laisse imaginer que c'est assez compliqué avec la situation du Covid, les reports, enfin vous savez, vous connaissez déjà le souci. Donc il y a des reports qui sont faits. C'est de toute façon très compliqué par rapport à la situation dans la mesure où ce programme est fait pour que les citoyens puissent débattre et se rencontrer. Donc, contrairement à d'autres programmes comme Erasmus, où on peut imaginer parfois faire des choses à distance, j'aurais tendance à dire que c'est pas tout à fait l'objet du programme et que du coup, ça perd un peu de son intérêt si on doit mettre en œuvre des activités à distance, puisque par essence, c'est un programme qui encourage la rencontre et le dialogue intercitoyen. Donc, c'était un petit peu compliqué de décaler. Alors, décaler des projets, oui. Certains projets ont été décalés, d'autres. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez eu des nouvelles concernant une réponse par rapport au projet de Saint-Brieuc, si ce serait décalé, s'il y avait quelque chose ou pas. Est-ce que la demande, je ne sais pas, Jean-Michel, si la demande. Christine, oui, tu oui. m'entends? Oui. Donc en fait, on a conventionné le projet de Saint-Brieuc et on l'a conventionné avec les nouvelles dates. Parce que lorsque nous avions été notifiés par la commission, nous les avions déjà informés que le projet avait été décalé conformément à la note qu'ils nous avaient jointe, parce qu'il était indiqué que l'on pouvait demander en réponse à décaler le projet pour des raisons du Covid. Donc ça a été demandé et lorsque nous avons conventionné, on a conventionné avec les bonnes dates. D'accord. Donc, voilà. Et je crois qu'Ulrike voulait poser une question, parce que j'ai vu qu'elle avait levé la main. Oui, en effet, oui. C'est par rapport à un jumelage à créer. Dans notre village, nous avons un projet de jumelage qui devait se faire l'année dernière, enfin le partenariat entre les deux villes, qui ne s'est pas fait à cause du Covid. Et je voulais savoir si des rencontres, enfin j'ai noté ça dans le chat là, si des rencontres en vue de signer ce partenariat entre les villes, si c'est un projet qui peut être éligible.
Un projet de rencontre, donc j'ai pas tout à fait compris le. De rencontre en vue de signer le partenariat. Parce qu'il a tous nos projets. Oui, alors oui, ça peut faire l'objet d'un jumelage de ville, tout à fait, puisque le principe du jumelage de ville, c'est d'encourager justement la création de partenariats et de renforcer les liens. Donc tout à fait. Mais il faut que ça rentre dans le process normal de la demande de subvention, c'est-à-dire qu'il faut intégrer au jumelage de ville la dimension européenne d'un projet européen, donc avec des priorités pluriannuelles qui sont les priorités que vous voyez affichées, à savoir donc soit débattre sur l'avenir de l'Europe, soit promouvoir la solidarité, alors c'est en tant que concept fondamental, et favoriser le dialogue interculturel et la communauté. Donc, soit un de ces trois volets. J'en profite aussi pour attirer votre attention sur la troisième priorité pluriannuelle. Alors, elle changera peut-être, je ne sais pas, hein, mais probablement qu'il y aura des nouvelles priorités qui seront définies. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ces priorités puisqu'elles risquent effectivement de changer, hein, puisque là, il n'y a plus d'appel à projet avant le changement du programme. Mais il s'agit bien, quand vous avez une priorité qui est définie, de ne pas prendre que la première partie de la phrase. Comme par exemple, favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle et combattre la stigmatisation. Donc, on est vraiment sur l'ensemble de la phrase. C'est pas juste, parce que là, j'ai eu plusieurs projets déposés, projets de la société civile qui ne prenaient que la première partie, qui était favoriser le dialogue interculturel. Et dans ce cas-là, bien sûr, tous les projets rentrent dans cette rubrique, parce que favoriser le dialogue interculturel, j'aurais tendance à dire que n'importe quel projet, à partir du moment où vous avez en présence des partenaires, peut être défini comme tel. Donc là, on est dans vraiment favoriser le dialogue, mais à l'intérieur de la contrainte qui est de parler de la situation des groupes minoritaires et des migrants. On est vraiment dans cette priorité-là. Donc, dans le cas présent, ce qui est évoqué sur la signature d'un partenariat, ça peut tout à fait rentrer dans un jumelage de ville, à condition d'y intégrer les mêmes conditions que si c'était un jumelage qui perdure, et d'y intégrer les priorités pluriannuelles qui sont définies. Trois, ou on peut prendre une des trois, si je puis dire. Une des trois. Une des trois. Tout à fait. Alors, c'est important aussi de lire le guide du programme qui concerne la partie, notamment si vous êtes sur le jumelage de ville, vous allez, c'est pas extrêmement long, mais ça permet vraiment, notamment par rapport aux priorités, vous pouvez aller soit sur le site l'europepourlescitoyens.org, où vous avez le lien pour aller sur notamment le guide du programme, et aussi pour aller sur les priorités pluriannuelles. Donc, je vous invite à les regarder, parce que c'est un programme de toute façon européen, fonctionne toujours de cette façon, mais vous avez aussi l'habitude sur le franco-allemand. Il y a des lignes directrices, qu'on appelle les lignes directrices, qui sont les objectifs généraux du programme. Et puis, à côté de ça, il peut y avoir, comme là, des priorités pluriannuelles qu'on définit. Alors, avec, sur le volet mémoire, des dates particulières qu'on met en avant, mais sur le volet 2, qui est le jumelage de ville, plutôt des thématiques où il n'est pas demandé, et là j'insiste vraiment, parce que en tout cas c'est pas ce que bien sûr nous on soutiendra, et c'est pas ce que veut la Commission non plus. Il n'est pas demandé que ça devienne un outil de propagande, mais plutôt un outil de dialogue et qui permet de faire remonter les avis des citoyens. Et c'est important quand même de le retenir, parce que souvent dans les réunions, j'ai parfois un peu
comportement un peu hostile dans l'idée que ces dialogues et ces outils peuvent être justement de nature à changer la vie des personnes plutôt que d'être dans un domaine, une démarche pédagogique. Et l'idée, c'est vraiment de donner des outils, de donner des éléments d'information et aussi de permettre de faire remonter des avis et de permettre aux citoyens de participer à l'élaboration des politiques européennes, ce qu'ils n'ont pas nécessairement souvent l'occasion de faire. Et à l'occasion d'un jumelage de ville, eh bien, c'est aussi le moment d'aborder certains sujets où on peut permettre aux citoyens peut-être de faire intervenir des personnes qui vont leur apporter certaines connaissances ou bien les éclairer sur certains éléments des débats. Je pense par exemple notamment à ce qui est souvent fait dans ce qu'on appelle les fact-checking et toutes les réunions vrai-faux, c'est d'essayer de démêler. Par exemple, vous avez des opinions qui sont émises sur l'action de l'Union européenne où en fait elle n'a pas de domaine de compétence, parce que ces domaines de compétences ne sont pas sur tous les domaines. Donc c'est important de pouvoir aussi communiquer à ce sujet pour permettre d'éclairer les gens, qu'ils aient la liberté de penser ce qu'ils veulent, mais qu'au moins ils aient des fondements qui soient peut-être des bases qui soient un peu plus justes que celles qui existent actuellement. C'est donc, ça fait partie du jumelage des villes. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a alors je l'avais dit, je crois, quand on avait fait justement à Béthune notre réunion, il y a un centre d'information Europe Direct, celui de Toulouse, qui, je vous invite à le regarder, qui a affiché donc un guide des bonnes pratiques et dans lequel il y a divers conseils et notamment sur justement le jumelage de villes, comment faire pour faire venir des jeunes dans les jumelages de villes. Et ce guide existe en plusieurs langues, donc vous pouvez aussi également le communiquer à vos partenaires. Il existe en allemand, il existe en anglais, je crois en espagnol. Donc c'est intéressant. Il y a d'autres outils. On en avait eu aussi à travers qui était un petit peu plus académique, mais à travers une réunion de la FCCRE sur des chercheurs qui avaient étudié l'impact des jumelages de villes notamment, et qui c'était très intéressant. Et ça vous permet également de pouvoir parfois un peu motiver à travers ces revues ou ces publications, peut-être de vous en informer. Est-ce que vous avez, alors je vais revenir après sur les réseaux de villes, mais sur le jumelage de villes, est-ce que vous avez des questions? J'avais plus une remarque. Quand vous dites qu'il y a eu très peu de projets déposés, la raison, ça ne serait pas plutôt que les demandes étaient si compliquées avec tellement peu de taux de réussite que les gens se sont découragés? Alors, la première partie est en partie exacte. La deuxième partie ne l'est pas du tout et je vais vous montrer les chiffres qui en attestent. La première partie est en partie exacte parce que malheureusement, je ne peux pas vous dire le contraire, comme tous les projets, comme tous les formulaires de subvention européens, c'est pas effectivement d'une simplicité absolue, ce n'est pas non plus très intuitif, je vous l'accorde, et il y a toujours cette première démarche en plus qui n'est pas, il faut séparer en fait, si vous voulez. Alors bon, je comprends bien que pour le porteur de projet, c'est pas séparable entre guillemets. Mais il y a une première partie qui n'a rien à voir avec le programme directement et qui est la porte d'entrée au financement européen et qui est ce fameux code PIC qui crée parfois pas mal de soucis. J'ai d'ailleurs revu notre tutoriel parce qu'en ce moment, en plus, qui ne facilite pas les choses, il faut le dire, il y a une passation entre deux sites
entre le site EACEA et le site Funding and Tenders, qui sera le nouveau site de référence et qui se trouve pour l'instant n'être qu'en anglais. Il y a toujours cet anglais français, mais qui tarde un peu. Donc effectivement, je sais que pour avoir beaucoup d'appels à ce sujet, que c'est compliqué. Et donc là, je ne peux que dire qu'effectivement, je conçois que ce soit compliqué. On a remis un tutoriel qui est réajusté sur le PIC, sur la démarche pour obtenir un code PIC. Ceci dit, je vous dirais que même sur des programmes de recherche et d'innovation, parce que comme j'ai mon tutoriel qui apparaît sur tous les moteurs de recherche, c'est toujours à moi qu'on appelle pour un code PIC, même quand il s'agit de programmes qui n'ont rien à voir avec le programme L'Europe pour les citoyens. Donc je sais que même pour des collectivités, c'est parfois très compliqué. J'ai eu la ville de Poissy dernièrement qui était très énervée à cause du code PIC, justement, qu'elle n'arrivait pas à retrouver, qu'elle n'arrivait pas à télécharger le dossier. Enfin, bon, c'est jamais d'une grande simplicité. Donc, sur ce point-là, je ne peux qu'espérer avec vous que la nouvelle mouture sera plus intuitive et plus accessible que les autres. Donc, c'est en partie vrai parce que le formulaire, en revanche, du programme L'Europe pour les citoyens, il est plutôt quand même simple. C'est-à-dire, en tout cas, c'est le plus simple de tous les financements européens. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas de budget à intégrer. Le budget se calcule seul. C'est beaucoup plus simple qu'Erasmus, par exemple. Et pourtant, Erasmus est déjà un programme, entre guillemets, forfaitaire, simplifié. Mais voilà, encore une fois, ça reste, effectivement, je suis assez d'accord. Il y a un programme européen et un formulaire de subvention qui n'est pas forcément très facile. Sur la deuxième partie, je vais vous communiquer justement, j'ai préparé dans les autres slides des chiffres que vous pouvez consulter. Et justement, vous allez voir qu'ils n'attestent pas ce qui est dit et répété au sein des jumelages de villes, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de financement parce que le budget est trop faible et que du coup, il n'y a pas de financement. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Enfin, il y a des... Disons que les gens se découragent un peu. Il y a trop peu de dossiers qui aboutissent et cela a découragé des gens et même dégoûté des gens. Nous, on a perdu des adhérents à cause de ça. Alors, les chiffres disent le contraire parce que cette année, en 2019, et vous allez le voir, alors, taux de réussite par pays par rapport aux projets soumis par le même pays pour 2019. La France a le meilleur taux de projets sélectionnés par rapport au nombre de projets qu'elle dépose. Ça, c'est des statistiques communiquées par la Commission qui sont tout à fait officielles. C'est-à-dire que si vous regardez bien, la France a un taux de réussite qui est de 54%. Je ne connais aucun taux de réussite sur des demandes de subventions aussi élevées. En tous les cas, si vous prenez Erasmus, ce n'est pas le cas. Si vous prenez n'importe quel autre financement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment très élevé. Ce qui veut dire que, ce qui est intéressant dans la lecture de c'est pas juste pour nous féliciter d'être d'excellents, parce qu'il y a une double lecture à ce slide et c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est d'une part pour justement casser les préjugés qui est de dire que on est découragé, on ne veut plus déposer parce qu'on a tellement peu de chances de réussir qu'on ne veut pas perdre de temps. La preuve, clé en main. La France a déposé, donc, a obtenu 35 jumelages, 35 projets, pardon, sur l'année 2019, qui représentent, donc, si vous voyez, un taux de succès de 54%, 60, même pas 70%, donc 70 projets déposés, ce qui est donc énorme. Si vous regardez dans les chiffres les Italiens, ils ont 55 projets obtenus et ils ont un taux de réussite qui est de 18%. Un taux de réussite de 18%, c'est le taux normal de réussite globalement à des financements européens. Si vous prenez, ça varie entre, on va dire, 20 et 30, enfin entre 15 et 30%.
Si vous êtes sur du Europe créative, c'est 5% par exemple. Vous voyez, donc c'est encore plus réduit. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les Italiens n'ont pas peur de déposer. Et effectivement, vous imaginez le nombre de projets donc déposés, puisque ça ne représente que 18% des projets qu'ils ont déposés. Et ils ont donc obtenu évidemment bon, plus de projets parce qu'ils en déposent énormément. Donc la grille de lecture par rapport à ça, ça pourrait être de se dire, eh bien, on est donc excellent, on sait bien déposer des projets. L'autre façon de lire cette grille, c'est aussi de se dire que convaincre qu'on a peu de chances de l'obtenir, eh bien finalement, il n'y a que les personnes qui, on va dire, ont des compétences accrues qui se lancent et les autres restent sur le bord de la route. Et je pense que quand on est dans ce taux-là, ça veut dire qu'on ne dépose pas suffisamment parce qu'on ne peut pas attendre d'un financement d'avoir forcément 50% de réussite pour pouvoir se dire j'y vais. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi que, et c'est pour ça que c'est une information que j'ai donnée très dernièrement justement au niveau des délégations régionales, parce que c'est quand même une information qui circule, que moi j'entends à chaque réunion. Et sauf que les chiffres n'attestent pas cette rumeur, tout au contraire. Et je vous dirais même qu'au niveau de l'agence, les gens sont très surpris de ne pas comprendre pourquoi les Français ne déposent pas, comme si en fait ils n'avaient aucune chance d'obtenir des financements. Je crois qu'on a la réponse. Hein. La réponse est très claire. Si vous prenez les chiffres d'il y a 4 ou 5 ans en arrière, peut-être un peu plus, il y avait plus d'une centaine de dossiers qui étaient posés. Et on est arrivé à un moment donné où on avait un taux de réussite de 6 à 8%. Je vous dis ça de tête. Moi, ce que je sais, c'est que sur la région, il y a eu au moins une dizaine de dossiers de posés avec aucune réussite. Mais pourtant des dossiers cette période-là, c'est ça, c'est ce que vous... Sur les 10 dernières années. Des dossiers qui avaient été relus pourtant soit par la FCCRE, soit par Richard Stock, etc. Richard Stock, même quand il fait sa présentation, prend un exemple de dossier qui est bien monté, etc. Le dossier a été refusé. Il manquait un point, comme par hasard. Voilà. Donc, moi, je peux comprendre les jumelages qui ont ressenti en disant on a posé 5, 6, 7 dossiers, tous ont été refusés, chaque fois il manquait un point. Donc, à un moment donné, on n'y croit plus, quoi. Voilà. Alors peut-être que je n'ai pas l'historique, hein, j'avoue, je n'ai pas l'historique, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement à une période il y avait beaucoup plus de projets déposés et que de ce fait le taux de réussite était faible, mais là pour le coup on a inversé totalement la tendance, c'est qu'aujourd'hui on a un taux de réussite élevé et que du coup on se demande pourquoi cette image perdure en fait. Parce que la raison est simple, hein, c'est qu'il y a eu trop de dossiers refusés, souvent de façon incompréhensible, hein, souvent. Alors ce qui est vrai, c'est que sur certains volets, effectivement, le budget n'est pas assez élevé. Ça c'est une réalité, notamment sur les projets de la société civile, où il y a des projets qui mériteraient effectivement d'être retenus. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'agence. Effectivement, bon après, il y a la réalité du budget. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, là, vous le voyez sur les jumelages de villes, ce n'est plus le cas, en tout cas. Alors, peut-être qu'effectivement, hein, c'est le résultat de ce qui s'est passé à une certaine période, j'entends. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu dommage que finalement, il n'y ait plus que les spécialistes qui osent y aller parce que ce qui explique le taux de réussite, c'est que les spécialistes qui posent les projets aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que les spécialistes, parce que moi, sur le nombre de jumelages de villes que je reçois, j'ai énormément de comités de jumelage qui déposent. Hein. Oui, il n'y a pas que des. D'ailleurs, ce n'est pas forcément les spécialistes qui obtiennent des financements. Tout au contraire, je veux dire, tous les consultants, c'est d'ailleurs une des réflexions que j'avais dernièrement avec une collectivité qui souhaitait mettre des consultants. Alors, moi, je ne les connais pas tous, mais quand même, j'ai parfois certains consultants au téléphone où j'ai quelques doutes sur
leur capacité à accompagner des porteurs de projets parce qu'on n'est peut-être pas bon dans tous les domaines. Et le programme étant un programme un petit peu annexe, on va dire, c'est pas le programme qu'ils ont le plus souvent l'occasion d'accompagner et donc parfois c'est pas non plus un gage de réussite forcément. Et je ne pense pas que dans les porteurs de projets qui ont obtenu ces financements, ce soit forcément des gens qui étaient accompagnés. Donc là, j'étais à Laval dernièrement avec un comité de jumelage. Ça fait 13 ans qu'ils obtiennent un financement pour leur jumelage de ville. Moi, je prends note du changement de position. Parce que vraiment l'impression que l'on avait, je suis pas le seul à en avoir parlé avec plusieurs de mes collègues, où on disait quand c'est refusé d'un point, on sait très bien que c'est parce que ils avaient trop de projets à accepter qu'ils ont refusé. Hein, on le sait très bien. On n'est pas dupes non plus. Hein. Juste pour info, au premier round de la Europe de jumelage de villes, le taux de transformation c'était 38% sur l'ensemble des dossiers. Alors, j'ai pas sur le jumelage. Sur les jumelages de villes, hein, dans le round 1 où le dossier du 50e anniversaire du jumelage de Saint-Brieuc-Alsdorf avait été présenté, le taux de transformation en global, et je parle bien en global, hein, j'ai pas du tout, j'ai pas fait de statistiques par rapport à français, pas français, était environ 38%, ce qui est, là je rejoins Christine, plutôt bien. Quand on connaît ces jumelages, moi j'ai assisté sur des projets H2020 où vous avez des présentations où vous explique qu'il y a 6% de taux de réussite. Voilà, et des gens ils continuent à déposer, alors un peu de moins en moins, mais quand on commence à t'expliquer qu'il y a 6% de taux de réussite, ça donne très envie de faire des pavés très compliqués, très complexes pour avoir peu de chances d'aboutir. Et là, il y a beaucoup de consultants qui écrivent, en effet, oui, voilà, oui, sur la même Lituanie, hein, donc c'est pas bon, voilà. C'est pas toujours très bon d'ailleurs. Non, pour certains projets, je dirais que de toute façon, des dires de l'agence, le discours formaté des consultants, c'est pas forcément ce qui est attendu sur ce type de programme. On est sur un programme citoyen où ils préfèrent plutôt des projets faits maison. En tout cas, c'est le message qui nous a été clairement passé, plutôt que d'avoir toujours les mots de référence qui ressortent. Surtout, encore une fois, que ce n'est pas forcément leur meilleur domaine de compétences parce que c'est pas forcément un programme qu'ils connaissent bien et sur lequel ils sont appelés. Donc, il faut quand même se méfier aussi que c'est pas forcément utile. Après, je pense qu'au niveau du budget, il y a effectivement certainement peut-être eu des périodes où il y a eu beaucoup de projets déposés et du coup, une forme de découragement. Mais je pense aussi que, et là, je ne le dis pas du tout pour réduire ce que vous venez de dire. Hein, j'entends tout à fait que, effectivement, quand ça fait 6 fois qu'on dépose un dossier, on n'a pas envie de le redéposer. Hein, ça, je comprends. Je sais l'énorme travail que ça représente et je l'entends. Mais il y a aussi de la part des jumelages de villes une forme de confort dans lequel on ne souhaite pas non plus sortir. Parce que moi, j'ai quand même entendu aussi de la part de l'agence dire les projets français, c'est quand même beaucoup autour de la gastronomie et des vins. Et beaucoup autour de la visite culturelle, des groupes qui sont quand même plutôt de personnes plutôt seniors, qui organisent. Donc, il y a aussi une forme de confort à se dire ce n'est pas mon projet qui est en cause, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est parce que... Mais je m'aperçois quand on travaille avec des jumelages de villes et quand on leur explique qu'il faut sortir du cadre classique, traditionnel de l'échange où on fait des visites culturelles et un barbecue de fin de séjour et voilà, eh bien, ils obtiennent aussi des financements. Donc, je crois qu'il y a aussi une partie
d'un côté, ça demande effectivement de changer de paramètres. C'est-à-dire qu'on va vers un projet européen et on n'est pas uniquement dans un projet d'échange et il faut y intégrer les priorités. Alors, c'est sûr que c'est un certain nombre de contraintes, mais la récompense de ces contraintes, c'est que bien souvent, ça change les paramètres au niveau de la relation avec les villes, au niveau de la relation entre associations, au niveau des réseaux d'associations. Et donc, ça permet de partir sur d'autres projets aussi quelquefois, et notamment les projets de réseau de villes qui sont là, je veux dire, j'en ai eu 4 projets. Moi, j'en ai vu 2 et j'en ai accompagné 2 et il y en a 4 qui ont été déposés, ce qui n'est pas beaucoup. Et il y en a eu 2 qui ont obtenu donc le financement. Et parmi ces 2 projets, il y a donc la ville de Marseille sur un projet EDIGIT, je crois, qui porte sur la fracture numérique. Et qui est un projet qui consiste donc à essayer de réfléchir avec d'autres dans une synergie et une volonté de coopération au niveau des échanges de pratiques avec des villes sur la thématique justement de cette fracture numérique. Comment certaines grosses villes, donc je crois qu'il y a Copenhague et d'autres grandes villes, comment on peut réfléchir pour certaines villes qui n'ont pas ce problème de fracture numérique et qui ont résolu cette problématique, donc qui peuvent effectivement apporter des pierres à l'édifice, et puis d'autres villes qui ont le même souci, et en fait d'arriver à créer des coopérations entre les villes. Et souvent, ça part aussi d'un jumelage de villes et d'une relation de jumelage de villes qui permet, alors peut-être pas sur des grosses villes comme Marseille, parce que là on est sur des secteurs de direction des relations internationales qui ne travaillent pas forcément directement avec le secteur des jumelages de villes, mais sur des villes de moyenne importance, j'ai eu la ville de Douai qui a déposé notamment, on est plus sur effectivement une réflexion à partir du jumelage de villes qui a généré un projet plus important. Et où on s'est dirigé sur quelque chose de plus conséquent et dont les thématiques ne sont pas nécessairement les thématiques que je vous ai listées sur les priorités. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait sortir de ces priorités pour, bien sûr, on sera toujours sur un dialogue sur l'avenir par rapport au jumelage de villes, puisque si vous parlez de la fracture numérique, vous êtes quand même sur un projet européen. Mais l'idée, c'est d'avoir des thématiques de coopération qui permettent de se juxtaposer avec, je vous parlais au tout début, de programmes européens type Urbact, FEDER, etc., qui permettent aussi de donner un aspect plus citoyen au projet européen. Parce que la vision de l'Union européenne aujourd'hui, elle est aussi extrêmement impactée par la vision économique où les citoyens ont le sentiment que c'est avant tout un projet économique, l'Union européenne. Et donc, il est important et on peut l'imaginer puisque lorsque vous avez des financements comme par exemple le FEDER, comme je vous le disais, les citoyens ne sont pas du tout informés. Ils le sont peut-être, mais ça ne les intéresse pas vraiment puisqu'ils ne sont pas partie prenante. Et le fait dans ce cas, Christine Ulrich, elle a une question. Oui. Elle l'a mis dans le chat. Elle aimerait savoir qui, au fait, sélectionne les différents dossiers. C'est l'agence à Bruxelles et l'agence EACEA qui a donc une partie qui s'appelle c'est l'agence l'Europe pour les citoyens. Et contrairement à d'autres financements, il n'y a pas d'évaluateur externe. Ce ne sont que des personnes de l'agence. C'est qui l'agence? Enfin, c'est quel type de personnes qui y siègent? C'est des élus? C'est des experts? Non, ce sont des fonctionnaires européens qui sont
Donc vous avez la Commission européenne qui décide et qui met en œuvre, qui décide des financements et du cadre des financements. Et puis vous avez une agence, l'agence exécutive, qu'on appelle l'agence exécutive EACEA, qui gère les programmes Erasmus, Europe Créative et tout un tas d'autres, Horizon 2020, enfin tout un tas d'autres programmes. Et qui, donc, c'est l'interface technique et de mise en œuvre des programmes de la Commission. Donc, c'est elle qui, non pas qui définit les lignes prioritaires, ça c'est défini par la Commission, mais qui veille à ce que les dossiers correspondent aux priorités qui ont été définies par… voilà. Et ensuite, vous avez dans chaque pays les points de contact qui sont là comme moi, pour être les relais d'information. Et donc, l'agence, à la fois, évalue les dossiers et c'est aussi l'interface. Contrairement, par exemple, à Erasmus, où vous avez l'agence de Bordeaux ou l'agence de Paris qui est l'interface des porteurs de projets, parce que ils sont aussi dans la mise en œuvre des projets. Sur la France, c'est toujours l'agence qui gère la relation une fois que le dossier a été sélectionné. Donc, à partir du moment où votre dossier est sélectionné, je n'ai plus d'action sur le projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va revenir sur le réseau de ville, peut-être, si vous avez des questions sur le réseau de ville. Alors, je vous rappelle que le réseau de ville, ça représente donc un maximum de 150 000 €. Et vous pouvez, c'est généralement des dossiers. Alors, on ne va pas rentrer dans la fréquence des appels à projets puisque tout ça va être un peu chamboulé. Je voulais juste terminer sur les projets de la société civile qui sont un peu sous-représentés aussi. On en a eu 4 cette année et dont 2 qui ont obtenu les financements. Enfin, en 2019, pardon, j'ai pas les chiffres de 2020. Là, j'ai eu beaucoup de projets de la société civile sur le dernier round de septembre 2020. Donc, je sais pas, on verra quels seront les résultats, mais il y a eu beaucoup de projets. Donc, effectivement, là, je sais que le budget attribué ne permettra pas d'avoir 10 projets sélectionnés, ça c'est certain. Donc là, par contre, sur ce type de mesure, je sais qu'effectivement, le taux est plus faible de réussite. Là, il y a peut-être une remarque de Gérard qui dit qu'il a un jumelage qui a monté un site internet pour montrer comment les populations des 2 villes ont vécu la Première Guerre. Est-ce que ça… Oui. Est-ce que ce genre de choses peut… Ça rentre toujours dans… En fait, quelle que soit la thématique, en fait, c'est ça. La particularité, c'est que peu importe la thématique et peu importe le contenu, ce qui importe, c'est qu'il soit intégré cette fameuse priorité pluriannuelle où vous serez amené à parler de la thématique que vous aurez choisie. Après, à côté, vous pouvez avoir une commémoration, vous pouvez avoir un partenariat, vous pouvez également mettre en avant un site qui porte, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne se substituera pas à la priorité du volet 2, qui est une des 3 thématiques que j'ai citées. Donc, vous pouvez l'avoir en plus, mais vous ne pouvez pas prendre cette priorité, cette thématique pour ne pas aborder une des priorités, parce que ces priorités sont incontournables et si vous ne les abordez pas, vous n'avez aucune chance d'avoir un financement. Il y a aussi cet aspect-là, en fait, c'est qu'un projet européen, un financement européen, c'est plus rigide qu'un financement, par exemple, local. Moi, j'ai déjà déposé au niveau de la région, on n'est pas dans les mêmes cas de figure. Et c'est vrai que sur un projet européen, les subventions européennes, là, ce que je vous décris, sur le volet 2, il est incontournable
et de parler d'un des 3 sujets en question, sauf si vous êtes sur un réseau de villes jumelées, où là, effectivement, vous pouvez sortir des priorités parce que vous êtes sur un objet de coopération thématique. Mais sur du jumelage de villes… Il y a Jean-André qui a une question sur ce sujet. Oui, en fait, je voulais demander une précision sur la notion de réseau de ville. Est-ce que ça concerne des villes qui sont jumelées ou non entre elles? Parce qu'on est dans ce cas-là chez moi. Oui, ça peut être le cas. C'est souvent le cas parce que pour des raisons de coopération assez naturellement, c'est un peu le jumelage de villes qui devient grand. Mais c'est pas forcément le cas. Là, je vous citais la ville de Marseille, la ville de Copenhague. À ma connaissance, je ne sais pas si elle est jumelée. En tous les cas, ça n'a pas d'incidence et il n'est pas exigé, puisque en fait, on est sur des coopérations thématiques. Donc, j'ai eu un autre exemple qui était une ville du sud de la France qui était plus sur la gestion de l'eau avec des pays du sud de l'Europe qui n'étaient pas du tout jumelés. Hein, c'était juste qu'effectivement, ils partageaient le même souci. Donc, quand on appelle un réseau de villes jumelées, c'est que pour l'occasion, on met en place cette coopération parce qu'on pense que le sujet abordé est un sujet qui peut être un sujet de longue haleine et qui puisse se développer dans l'avenir et qui puisse avoir des implications avec les citoyens. Donc, on n'est pas… là, par exemple, sur l'exemple que je vous ai donné sur la ville de Marseille, bien sûr, on n'est pas sur de la coopération technique et on n'est pas sur de la recherche et de l'innovation. C'est pas un projet sur lequel on va avoir des chercheurs ou on est vraiment dans un échange de pratiques et à une concertation avec les citoyens. Donc, pour revenir à l'exemple de la ville de Marseille, il s'agissait de mettre en place une réflexion sur la fracture numérique dans la ville de Marseille en ayant plusieurs types d'événements, des réunions qui ont lieu peut-être avec les services techniques de la ville, qui vont s'occuper justement du numérique, et des autres villes, donc entre professionnels, entre guillemets, des collectivités. Et à côté de ça, il y a d'autres événements qui sont des événements grand public dans lesquels on va, par différents moyens, par une concertation et des questionnaires qui sont donnés et des débats qui sont menés avec les citoyens et avec les associations qui portent, parce que vous avez beaucoup d'associations qui portent ce type de préoccupations, comme Emmaüs notamment, qui a été sur le projet avant même qu'il soit déposé. Eh bien, c'est à travers les réseaux des associations qui essayent de réduire cette fracture numérique, d'essayer de trouver des solutions et aussi avec les citoyens. Donc, la démarche, ça reste une démarche citoyenne et on n'est bien sûr pas sur une démarche technique. Donc, pour revenir aux chiffres, donc sur le budget, puisque je vois que l'heure tourne, on a, donc vous le voyez, hein, les pourcentages. Donc, vous voyez que le jumelage de villes, c'est vraiment la raison d'être du programme. Et c'est pour ça que autant je reconnais assez volontiers que sur les projets de la société civile, comme les réseaux de villes, c'est plus limité en termes de chances de succès. Autant sur le jumelage de villes, il faut savoir quand même que vous avez par exemple certains pays, comme les Pays-Bas, qui obtiennent, alors je ne sais pas combien ils déposent, mais très peu, qui obtiennent 2 jumelages de villes par an. Alors, évidemment, vous imaginez fortement la raison, c'est que tout simplement, ils ont des financements locaux et que du coup, effectivement, pourquoi aller remplir des dossiers de financement européens qui sont quand même un peu plus complexes que si on obtient de l'argent en tapant à la porte de la ville. Et donc, c'est vrai que le paramètre aussi, depuis les 10 dernières années, c'est qu'il y a eu des fortes réductions budgétaires sur les collectivités qui se sont répercutées sur les jumelages de villes. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends de la part des comités de jumelage, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des financements de la ville. Les villes ne sont pas forcément intéressées. Alors, il y a
on va pas rentrer trop longuement dans le sujet, mais il y a quand même diverses raisons. Et une des raisons de la part des villes, de leur désintérêt aussi, c'est justement parce qu'elles ne veulent pas financer des projets seniors. C'est quand même une des raisons essentielles. Moi, quand j'ai des collectivités, ils me disent souvent non, enfin voilà, soit on relance la dynamique du jumelage de villes et on s'y met à bras le corps pour accompagner le comité de jumelage, soit effectivement on va pas faire perdurer un échange qui dure depuis 20 ans et qui ne bouge pas d'un millimètre sur le contenu. Donc il y a cette réalité-là qui fait qu'effectivement on a aussi des plus grandes difficultés pour les jumelages d'obtenir des financements et donc naturellement ils recherchent des financements possibles. Et c'est pour ça aussi que j'invite souvent les porteurs de projets à se renseigner sur le franco-allemand parce que c'est beaucoup plus simple d'accès. L'OFAGE, les dossiers OFAGE sont beaucoup plus simples que les dossiers européens. Il y a un nouveau fonds citoyen que vous connaissez qui risque d'être aussi un peu saturé parce qu'il y a quand même un budget qui est pas très important, mais en tous les cas, il a le mérite d'exister et de compléter les dispositifs qui existent. Il y a aussi, et ça, il faut vraiment pas l'oublier, Erasmus, qui a notamment les échanges de jeunes, hein, bien sûr, mais aussi le dialogue structuré, ce qui correspond à l'action clé 3. Erasmus va doubler le budget, donc, et bien évidemment, il y aura aussi d'autres ressources qui peuvent être un peu soit complémentaires, parce qu'on peut scinder des projets en deux, soit qui peut être, en tous les cas, une alternative si on a un projet qui n'est pas figé et qui peut être un peu modulable. On peut peut-être passer à la slide d'après sur le... Donc, j'espère que le budget sera un peu plus important. Je peux juste encore mentionner une question de Jean-André. Ah oui. Dans le chat, il veut savoir si le réseau des villes peut également concerner des villes qui sont jumelées, mais en dehors de l'Union européenne. Oui, si les villes en question, enfin les pays en question, ont signé un protocole d'accord avec l'Union européenne. Typiquement, là, ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, c'est que le Royaume-Uni, pour l'instant, il n'y a pas d'accord et donc il n'y a pas de prise en compte des participants britanniques sur les futurs programmes, enfin sur les futures sessions. Pour l'instant, on en est là. Et je peux préciser un peu le sens de ma question. En fait, nous avons un partenaire polonais qui est en train de monter un programme qui s'appellera Pont de migration. Donc, il intègre tous ses partenaires avec lesquels il est jumelé. Donc, nous sommes concernés en tant que Français, des villes allemandes, et il y a aussi 2 villes ukrainiennes qui sont concernées. C'était le sens de ma question. Alors, il faut effectivement voir si je n'ai pas de mémoire, je ne sais pas, faut tout simplement consulter le guide du programme pour voir s'il y a eu des accords qui ont été faits entre ces pays. Je ne crois pas sur l'Ukraine, mais il faut vérifier, et l'Union européenne, parce que là, c'est vraiment en fonction de la volonté des pays en question de vouloir intégrer la dynamique d'échanges européens et s'ils acceptent de financer, bien sûr, leur participation également. Donc, il faut vérifier par rapport à cette possibilité, mais il n'y a pas que les pays de l'Union européenne, effectivement, qui peuvent bénéficier des réseaux de villes. Ce qui est très important pour le réseau de villes, c'est de réfléchir à la pertinence et à la cohérence du choix des partenaires par rapport au... Et c'est pour ça que quelquefois, il vaut mieux sortir de son jumelage, en fait, si on a une thématique qui a plus de sens avec une ville en particulier qui n'est pas forcément jumelée avec la vôtre. Alors, vous avez ici le nombre donc de projets qui sont déposés avec les taux de succès.
ça vous donne un ordre d'idée. Il faut savoir que là, c'est tout confondu. Vous avez des pays qui déposent énormément. Énormément. C'est-à-dire que l'Italie, la Hongrie déposent à tout va. Donc vraiment, les chiffres ne sont pas révélateurs par rapport à des pays comme l'Allemagne et la France, par exemple, qui sont à peu près sur des taux similaires et qui sont très liés de toute façon, hein, notamment au niveau des jumelages de villes, puisqu'il reste une majorité de jumelages de villes, vous le savez, qui sont plutôt franco-allemands. Mais il y a au niveau du programme L'Europe pour les citoyens, un grand nombre de projets franco-allemands qui sont retenus également. Maintenant, c'est vrai que la Commission va un peu privilégier peut-être des programmes trilatéraux parce qu'il existe aussi des financements, notamment au niveau de l'OFAGE. Et donc, bon, le franco-allemand a quelques financements par ailleurs. Et c'est vrai que c'est un peu moins la priorité. Mais ça dépend du projet. Encore une fois, Ouvradour-sur-Glane a obtenu des années et des années durant je ne sais pas où ils en sont, là, j'ai pas eu de leurs nouvelles, mais des projets de financement, enfin des projets de jumelage de villes, parce que ils avaient des projets qui étaient différents chaque année et que du coup ils obtenaient le financement. Mais c'est vrai que du coup, lorsque j'étais à Laval et j'avais donc une des villes limitrophes qui étaient présentes. Il y avait d'ailleurs la ville de Laval qui était assez étonnée de voir qu'il y avait une toute petite ville aux alentours de Laval qui avait obtenu depuis 13 ans le financement, ce qui a redonné un peu justement du baume au cœur aux gens qui étaient autour de la table. Voilà, il y a des gens qui ont trouvé le secret de la candidature. Voilà, donc c'est en fonction des années. Donc ça rejoint, bon, évidemment, un peu ce que vous disiez sur le fait que au niveau des budgets, les budgets ont baissé. Donc effectivement, il y a moins de budget disponible, mais comme il y a moins de projets déposés, finalement. Mais en tout cas, votre remarque, je la ferai remonter au niveau de l'agence, parce que moi, j'ai pas cette historique-là, et c'est quand même important d'en parler, hein, de dire. Je vous donnais juste un chiffre, parce que j'ai retrouvé la présentation qui avait eu lieu en 2015. Appel du 1er septembre 2014. 60 projets retenus, 10 pour la Hongrie, 8 pour la Slovaquie, 7 pour la République tchèque, Italie, Roumanie, Pologne 6, France 1. Et ça, c'est pas des chiffres que j'invente, hein, c'est des chiffres. J'ai retrouvé sur 2017, il y avait 134 projets retenus, France 7. Donc, quand je vous le dis, ça correspond bien à une réalité de terrain. Ce qu'on a vécu. Alors moi, je note avec beaucoup de satisfaction que on a changé un petit peu d'optique. Il est clair que l'impression que l'on avait il y a encore 2-3 années en arrière, c'est que pour qu'un projet puisse aboutir, un projet jumelage de ville puisse aboutir, il fallait qu'il y ait des pays de l'Est qui soient intégrés dedans. C'est vraiment l'impression que l'on avait. Alors, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Je n'en sais rien, mais on a les chiffres qui sont là, qui prouvent ce que l'on nous a dit et ce que l'on dit. Hein. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi que depuis justement 2 ans, moi j'ai essayé aussi de faire un travail pour justement faire comprendre au jumelage de ville qu'il faut sortir, parce qu'il y a aussi ça. Certes, c'est lié au budget, je suis d'accord, mais c'est aussi lié au fait que les projets n'étaient pas retenus parce qu'ils considéraient que ces projets ne correspondaient pas à ce qui était attendu par l'agence. C'est ça aussi, hein. Et comme je le dis dans toutes les réunions, il faut vraiment être dans. Alors, même si c'est pas forcément très ce qu'on a envie d'entendre, mais un financement européen, c'est quelque chose d'extrêmement scolaire. Donc, quand on vous demande de respecter des priorités, si vous ne les respectez pas, vous pouvez absolument avoir un projet extraordinaire,
vous ne serez pas retenu. Et donc, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut faire bouger. C'est accepter l'idée que on est obligé de changer de paramètres pour avoir d'autres publics, qu'on est obligé d'avoir d'autres méthodes, etc. Donc, c'est vrai que ça demande aussi, et ça correspond aussi à une passation aussi des jumelages de villes, ou pas, mais s'il y a des passations à des personnes qui ont peut-être un peu plus l'habitude de déposer sur ce type de dossier également, parce que peu à peu, on s'est un peu acculturé, mais si ça peut vous rassurer, je dirais que dans les collectivités, il n'y a pas non plus que des gens qui sont des spécialistes pour déposer des projets. Donc, c'est aussi une culture qu'il faut acquérir, la culture des projets européens. Et vous avez des pays qui ont bien compris comment ça fonctionnait et qui, du coup, il y a eu des synergies aussi entre les villes, entre les régions. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut un peu faire évoluer pour que aussi que les compétences et les acquis de certains puissent profiter aussi à d'autres. Parce que bien souvent, à force de travailler en silo, eh bien, on perd aussi les compétences. Donc, c'est aussi un travail qui est important d'arriver à identifier les interlocuteurs auxquels on peut s'adresser. Et c'est un peu, évidemment, ce que je regrette toujours quand on est dans des réunions. Alors, les réunions en visio ont eu l'intérêt que j'ai pu avoir des contacts avec des collectivités, avec des gens qui étaient que j'aurais jamais vu autrement parce que j'aurais pas pu organiser forcément une réunion dans le lieu en question. Mais l'autre point, c'est qu'effectivement, c'est moins intéressant que lorsqu'on fait une réunion, comme on l'a fait à Saint-Brieuc, comme on l'a fait à Béthune, où effectivement, ça permet sur une même région à des acteurs de se rencontrer et justement aussi de ne pas perdre espoir, de se dire « Ah bah je vois que les autres ont réussi parfois à surmonter certains obstacles, ils ont certaines ressources et on partage nos ressources, on partage nos pratiques. » Et ça aussi, c'est important parce que c'est ce qui crée l'intérêt d'un réseau comme la FAFA, c'est d'être en soutien justement et de pouvoir dire au comité de jumelage, bah, vous n'êtes pas tout seul et on a des ressources. On organise des réunions. Bon, là, évidemment, on a la contrainte du Covid, mais c'est vrai que bon, là, quand on est sur des réunions régionales ou locales, eh bien, effectivement, on met en place aussi de fait un réseau local de personnes qui peuvent échanger des bonnes pratiques. C'est évidemment plus intéressant dans ce sens-là. Mais voilà, c'est un combat, je pense, qui mérite d'être mené parce que sinon, si on reste dans le paramètre du jumelage de ville tel qu'il était, il n'y aura pas de financement. Donc, il faut vraiment changer de paramètre. Et après, eh bien, on croise les doigts pour avoir des meilleurs financements également, je vous l'accorde. Mais je reconnais que souvent, il y a des dossiers qui sont posés et qui restent dans des jumelages tout à fait classiques, mais d'autres dossiers qui étaient totalement innovants ont été de la même façon déboutés. Oui, mais alors que ça répondait à tous les critères et qu'on me dise pas, comme on m'a dit une fois, si le dossier n'est pas passé, c'est parce qu'il était qu'il n'était pas bon. Là, j'ai vu rouge, là, carrément. Et la personne a eu le retour de bâton dans les 5 minutes. Après, il y a aussi effectivement ce paramètre-là qui est que s'il y avait énormément de projets déposés aujourd'hui, bah, évidemment, il y en a beaucoup moins, donc le taux de succès est beaucoup plus élevé. C'est mathématique, forcément. Oui, tout à fait. Et c'est un paramètre, effectivement, je pense que ce sera l'occasion d'en parler justement avec l'agence pour qu'ils me disent encore que les Français se plaignent. En réunion de formation sur comment faire un projet Europe des citoyens dans lequel on nous passe un slide que sur 60 projets retenus, il n'y en a eu qu'un seul pour la France, c'est pas très encourageant pour poser des projets. Je suis d'accord. Voilà. Et je l'ai le slide, je l'ai sous les yeux, je peux vous le partager si vous voulez. Ouais. Je veux bien que vous me l'envoyiez parce que ça fait partie, c'est important parce que ça fait partie des éléments que je pourrais transmettre au niveau de l'agence aussi.
Vous avez les parce- chiffres. Hein. Ouais. C'était des chiffres officiels. Hein. Donc, Question, Voilà. Question TR. de Rosemary. Oui, c'est pas une question. Je peux que confirmer ce que dit Raymond, parce que nous, pendant des années, nous avons déposé des projets et des projets qui sortaient vraiment de l'extraordinaire, avec une ville russe, avec la Tunisie, plus nos partenaires allemands et italiens. Et on a obtenu une seule fois une subvention et chaque fois on nous disait que le dossier était super et tout, mais qu'il y avait trop de demandes et du coup c'était débouté et depuis 4 ans on ne dépose plus rien. Voilà. Bien qu'on a des projets, par exemple, on travaille en ce moment avec l'Italie, l'Allemagne sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est des projets qui sont pas des projets ordinaires, mais on ne demande plus de subventions parce que de passer des heures et des heures à remplir tous les papiers pour dire après, oui, votre projet il est super, mais il y a trop de projets déposés. Voilà. Alors, je confirme. Effectivement, un problème de financement. Aujourd'hui, le budget, il est de toute façon, c'est pas on va pas se le cacher, c'est effectivement pas un programme qui bénéficie de beaucoup de financement. Mais il n'est pas forcément très connu non plus. Où effectivement, il y a peut-être, et ça je l'ai entendu, hein, notamment à travers la FCCRE, il y a effectivement beaucoup de gens qui ont tourné le dos en se disant bon, ça reste un projet européen, donc un peu compliqué à mettre en place. Et puis comme les financements sont pas très importants, mais après, je pense qu'il est intéressant pour peut-être ne pas rester sur une note négative. Il est intéressant peut-être de surveiller. Moi, c'est ce que je conseille toujours aux porteurs de projets. Un financement, ça ne veut rien dire. Un chiffre, ça ne veut rien dire. Si vous avez, comme je vous le disais, Europe Créative, c'est 1,6 milliard. Pour autant, c'est le seul financement culturel qui est extrêmement sollicité. Et vous avez des taux de réussite qui avoisinent, comme le disait Jean-Michel sur d'autres projets, mais les 5%. Et pour autant, je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui déposent. Donc, en fait, pour ne pas, entre guillemets, justement, vous tromper, eh bien, il est intéressant de consulter le taux de réussite et de voir si ça mérite d'y aller. Peut-être, parce que c'est fluctuant, peut-être qu'effectivement, il y a eu une période où il y a eu énormément de projets déposés, peut-être que ces projets n'ont pas abouti, que du coup, parce que moi je l'entends, alors moi je suis là que depuis 3 ans, mais je l'entends régulièrement qu'effectivement c'est pas bon. Là, on a quand même eu les félicitations, notamment de l'agence exécutive, qui m'a dit que les projets français étaient quand même de bien meilleure qualité, et la preuve, c'est qu'on a effectivement un taux de réussite qui est quand même assez élevé. Donc, peut-être, et c'est vrai pour tous les financements, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de surveiller le taux de succès. Peut-être que quand on arrive à un taux de saturation, parce qu'un programme de financement est, entre guillemets, soit trop connu, trop utilisé, eh bien, peut-être qu'il faut éviter, effectivement, à ce moment-là, d'y aller en se disant, bon, bah, est-ce que j'ai envie de passer du temps dessus? Là, je pense que quand on arrive à un taux de 50%, je crois qu'il faut y aller quand même. Ce qui n'empêche effectivement que, au-delà de l'intérêt d'un projet, et là j'insiste aussi, on peut avoir un projet extrêmement intéressant. Si on ne rentre pas dans les cases prévues par le programme, on ne sera quand même pas sélectionné. Et ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement scolaire hein, quand même. Hein. Donc il n'y a pas, alors. Bien sûr, j'entends ce que vous me dites, que si on vous a dit que c'était des bons projets, et bien sûr, c'était un problème d'enveloppe. Je l'ai entendu aussi, notamment pour les projets de la société civile, et je pense que c'est ce qui va se passer là probablement, parce que j'ai vu beaucoup de projets passer, et que tous ne seront bien sûr pas sélectionnés.
Mais quel que soit le type de financement, hein, je pense que ce qui est intéressant, c'est de surveiller un petit peu l'évolution du programme, de se dire bon bah si à combien j'y vais quoi. C'est-à-dire si je vois que j'ai un taux de réussite de 20%, j'y vais, et si j'arrive à 5%, je n'y vais plus. Et je pense que c'est un peu ce qui guette tous les programmes, c'est-à-dire que parfois ils sont victimes de leur succès. Et puis parfois, ils tombent dans les oubliettes parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est beaucoup trop compliqué. Moi, je vous dirais que… Un des soucis que soulève Christine et que l'on voit dans toutes les nouvelles demandes de financement, hein, c'est que d'abord, il est toujours préférable de rentrer dans les premiers appels à projets parce que la philosophie du service instructeur n'est pas faite, et que les directives restent, même si elles sont assez précises, quelquefois floues dans certains domaines. Et là, ça permet de faire passer des dossiers qui ne passeront pas ultérieurement. Donc, la proposition de Christine de dire, dès qu'il y aura le nouveau programme, si vous avez un projet, allez-y. Et de toute façon, la meilleure piste pour déposer des programmes européens, il est impératif, et là je dis bien impératif, d'avoir un projet monté comme un projet avec une organisation projet et le découpage d'un projet, parce que la façon dont sont montés les dossiers reste d'une grande clarté, à savoir on a une bouteille, on la regarde sous différents angles, mais c'est toujours une bouteille, donc c'est mieux qu'on décrive toujours une bouteille dans tous les aspects. Et lorsqu'on n'a pas écrit le projet, c'est plus compliqué. Et puis la troisième remarque, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que l'argent public est plus rare, et quels que soient les opérateurs, là où avant vous aviez 20 personnes, vous en avez 40, mais malheureusement les budgets sont plutôt calibrés pour 10. Donc ça veut dire que sur les 40 qu'on vous propose, vous en allez avoir 20 qui pourraient être retenus, puis ensuite on va les classer et on prendra les 10 meilleurs. Donc c'est aussi ce qu'on est en train de vivre dans d'autres endroits. Lorsque vous déposez un dossier dans votre mairie, même si votre dossier est très bon, bah, c'est plutôt le volume financier qu'on vous accorde qui va baisser. Quand vous êtes dans d'autres appels à projets, on n'est pas dans la logique d'essaimer ou de donner des petits cailloux à chacun, mais plutôt de prendre les 10 meilleurs au lieu d'en prendre 40. Voilà, c'est plusieurs logiques qui s'affrontent, mais la logique projet, de toute façon, est une réalité partout aujourd'hui. Et alors là, vous avez aussi, en plus une chance, bon, quand même, que le réseau FAFA dispose de personnes ressources comme Jean-Michel, qui connaît bien le monde des financements, qui a obtenu en plus le jumelage de ville de Saint-Brieuc. Donc, avec bien sûr toute l'équipe, mais je vais dire, ça permet aussi d'avoir des personnes ressources qui aussi sont en capacité d'aider le mouvement à relire des dossiers. Alors moi, je le fais autant que je peux. Et comme je suis toute seule sur le programme, évidemment, autant vous dire que c'est pas si simple, mais quand je peux, effectivement, j'accompagne les porteurs de projets, et c'est bien sûr une façon aussi pour moi de mieux connaître l'état des réseaux. Jumelage de villes, voilà. Bon, c'est les thèmes prioritaires. Je vous ai déjà parlé. Alors, juste pour on peut passer sur le sentiment d'appartenance. Ah oui, juste pour l'anecdote aussi, si vous regardez donc ce qu'on a vu précédemment sur le tableau, sur la thématique, la priorité qui est la plus utilisée, qui est les débats sur le futur de l'Europe. J'ai eu une remarque de la commission me disant apparemment vraiment on est plus intéressé, les citoyens sont plus intéressés par le futur de l'Europe. D'ailleurs, les statistiques le prouvent. Et je pense très sincèrement que c'est l'avantage, parce que c'est la priorité la plus facile à aborder et à caser en quelque sorte dans un jumelage de ville,
que parce que les citoyens ont soudainement cette passion pour le futur de l'Europe. Mais en tous les cas, c'est un point important parce que ça permet aussi d'utiliser cette thématique qui est quand même suffisamment large justement pour ne pas être un obstacle à déposer un projet de jumelage de ville, parce que c'est quand même assez facile de trouver des activités pour être en lien avec cette thématique. Alors, l'autre slide concerne ce que je vous disais tout à l'heure sur le désamour des Français face aux institutions et qui justifie pleinement, je pense, de ne pas hurler avec la meute, dans le sens où je pense qu'il y a quand même une part de cette défiance qui est quand même liée à une méconnaissance, sans prendre du tout de parti sur chacun a effectivement le droit de se positionner par rapport à l'Union européenne, et c'est bien ça qui est dans ce rôle-là qu'on doit être, c'est de donner des éléments pour qui laissent aux gens la liberté de penser. Mais je ne peux que remarquer dans les diverses interventions que je peux faire qu'il y a quand même un fossé, et donc ce programme qui est aussi là pour apporter des éléments d'information, il a toute sa raison d'être, parce que justement on en est là et que il y a quand même une forte méconnaissance de l'action des institutions, parce que si vous regardez dans le détail, le fait que le Parlement européen soit au même niveau pour les Français que la Commission européenne, alors que ce sont des élus, ça pose quand même question sur la manière dont les Français perçoivent les institutions, puisque même lorsqu'ils votent pour des parlementaires, ils ne leur font pas davantage confiance que dans les fonctionnaires de la Commission européenne. Donc, il y a quand même quelques questions qui sont soulevées, en tout cas, et qui peuvent donner lieu justement à des débats, à des réflexions autour de ça. Jean-André voulait poser une question. Oui. C'est pas une question, ce sont des réflexions. Je risque de revenir un petit peu en arrière. Moi, je m'occupe de la centrale au phage pour la FAFA pour l'Europe. Et effectivement, on a régulièrement des communiqués qui disent j'ai présenté un dossier, mais il était vraiment super. Mais il a beau être super, si on n'entre pas dans les critères, et ben ça marche pas. J'ai eu l'expérience il y a encore 48 heures. Quelqu'un qui m'a envoyé un projet, je dis ça colle pas. Je dirais aussi que dans le manque de motivation pour déposer des dossiers au niveau européen, alors il y a effectivement des gens qui ont essuyé des échecs, mais il y a aussi quelquefois des comités qui sont pas, en gros, pour être un petit peu ironique, qui veulent pas trop se fatiguer. Hein. Il y a ça aussi dans ce type de réflexion. Donc à ce moment-là, ils vous disent ah oui, mais c'est trop compliqué, donc on a renoncé. En fait, à un moment ou à un autre, moi je dis souvent, eh bien, il faut s'asseoir à la table et puis il faut écrire le projet. Et puis, je veux juste rappeler un chiffre qui était intéressant. Dans des grands cabinets de consultants, ils ont des taux de transformation de 60-70%. Et les 30% qui ne le font pas, c'est beaucoup d'argent. Donc, eux, c'est leur métier, ils font ça tous les jours et ils ne sont pas à 100% quand même. Hein. Donc, c'est des gens qui écrivent et qui ont l'habitude d'écrire, qui connaissent en plus, qui savent à peu près mettre les mots, qui savent décrypter. Et pourtant, quand ils ont 60% ou 70%, je vous assure, ils sont très contents de l'annoncer. Et ils y passent beaucoup d'heures, hein, quand même. Hein. Voilà. Je crois que Rosemary, vous vouliez réintervenir. Oui, j'ai une petite question. Où est-ce qu'on peut se procurer tout ce diaporama, ce PowerPoint? Jean-Michel, si tu veux le transmettre. On le transmettra. Voilà. Donc, on vous le transmettra, Rosemary. Je pense que Raymond doit avoir votre adresse email. Oui, j'ai retrouvé. Rosemary, bien sûr, j'ai son adresse. Oui, bien sûr. Je vais clôturer. Je pense que après, je ne sais plus quelle est la slide, mais bon, ça concerne le futur programme.
qui n'est pas encore totalement définie. Donc, je pense que j'ai des dates. De toute façon, je reste à votre disposition. Peut-être si on peut se reprogrammer quand j'aurai plus d'informations sur le futur programme. Donc, peut-être au mois de novembre, peut-être plus tard, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai déjà programmé une réunion. Mais donc, si vous le souhaitez, on pourra refaire un autre point sur le nouveau programme quand on aura vraiment plus d'éléments d'information sur le budget, sur à quoi ressembleront vraiment la structure des programmes et des différents programmes fusionnés, pour justement essayer d'être dans les starting blocks pour que lors du premier appel à projet, c'est un peu ça que je vise au niveau des porteurs de projets français, qu'on puisse être dans les premiers à déposer, et en espérant que du coup, comme le disait Jean-Michel, il y aura effectivement plus de possibilités à ce moment-là. On a une idée, Christine, de quelle date risque d'être le premier appel à projet? Généralement, c'est février dans la programmation classique. Ça sera. J'ai pas d'idée. Je pense que ça risque d'être retardé, mais peut-être on aura une bonne surprise. Je ne sais pas l'état d'avancement en fait du travail qui est fait sur les programmes. Puisque tout est bloqué à cause du budget, et de ce fait, j'ai une réunion d'information début novembre avec la commission, la DG Justice et les autres points de contact. Donc j'en saurai probablement beaucoup plus à partir de là. Je pense que tant que le budget ne sera pas arrêté, de toute façon, bien entendu, il est très difficile de définir un programme si on n'a pas le budget qui l'accompagne. Ce sera donc la surprise. Mais le travail que j'essaye de faire aussi, parce que je pense que c'est aussi une des difficultés dans les porteurs de projets français, et ce sera ma conclusion pour pas vous amener trop tard, mais c'est de dire que il n'y a pas assez de gymnastique, et je pense que nous-mêmes, qui représentons les programmes, nous en sommes en partie responsables. C'est que il y a une mauvaise identification quand un porteur de projet vient vers nous, pour aussi l'orienter parfois sur d'autres programmes. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire, parce que bien sûr, on représente un programme et on est là pour développer la connaissance de ce programme et aider les porteurs de projet. Mais quelquefois, il est bien aussi, là, j'ai eu le cas sur un des projets notamment qui m'a été soumis au mois de septembre, de dire là, très clairement, vous avez quelques chances d'obtenir le projet, mais je crois que c'est définitivement pas la problématique du programme L'Europe pour les citoyens, et que vous êtes typiquement sur un Erasmus. Et donc, c'est aussi ça, c'est en fait d'arriver à bien cerner la porte d'entrée en fonction du type de projet qu'on veut développer. C'est pas parce qu'on est sur un projet citoyen, peut-être que si on est sur de l'insertion, il y a peut-être des programmes qui sont mieux appropriés, etc. Donc, c'est ça aussi. Et comme je le disais, c'est aussi à nous, en tant que point de contact, d'essayer en tout cas, autant que possible. On ne connaît pas tous les programmes, mais je pense que ce serait bien aussi qu'on connaisse un peu les autres programmes, en tous les cas, pour pouvoir vous aiguiller et éviter aux porteurs de projets, parce que ça participe au découragement des porteurs de projets, ça. C'est le fait d'être dans un environnement un peu, dans une immense forêt où on ne sait pas à quelle porte taper, et on va passer un temps fou à essayer de comprendre un programme pour s'apercevoir que c'est pas celui-là. Il faut recommencer avec un autre programme. Et ça, effectivement, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de le voir assez fréquemment dans les projets qui me sont soumis. Et où le soulagement des personnes, c'est d'arriver à leur dire non, mais là, c'est pas auprès de moi, mais vous pouvez aller à tel endroit, aller sur. Et c'est ça aussi qu'il faudrait qu'on arrive à développer un peu plus.
Peut-être, Christine, dans ce contexte, comme nous collectionnons des informations sur pas mal de programmes de financement, peut-être un jour nous pourrions nous échanger dans un cadre plus restreint sur différents types de programmes qui existent et qui seraient peut-être également intéressants. Oui, de toute façon, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens tout d'abord... Juste une remarque, Barbara, oui. Avant ta conclusion. Le conseil que je vais vous donner, mais c'est un conseil que je partage avec les ponteurs de projets dans un contexte plus professionnel. Prenez l'habitude de faire des fiches 4 pages. L'avantage qui décrit votre projet, les grandes lignes budgétaires, les grandes lignes calendaires, les personnes visées, les objectifs visés. Pourquoi? Parce que quand vous allez rencontrer des personnes comme Christine qui connaissent les programmes, à travers ce 4 pages, ils vont ressortir des lignes où ils vont vous conseiller d'aller sur tel ou tel programme. Quand moi, on parle d'insertion, j'ai plutôt en tête tout de suite un fonds social européen et en fonction des régions, parce que je sais que c'est dans ce champ-là. Il y a des fois des subventions européennes, des fois c'est de l'Erasmus, des fois c'est un Europe aux citoyens, des fois c'est un fonds citoyen, des fois c'est le fonds citoyen franco-allemand, des fois ça va être une subvention de la région, parce que dans votre région, ils font de l'international, et votre fiche elle va être facilitatrice pour vous guider. Et d'abord, une fiche de 4 pages, ça se partage très bien. On est dans un réseau, que ce soit la FAFA, que ce soit avec Christine, on peut se partager une fiche et puis se dire, d'après toi, où est-ce qu'on pourrait, quel est le bon guichet? En fait, moi, j'aime bien ce terme-là, c'est quel est le bon guichet? Où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on aurait le plus de chances de transformation, d'arriver au bout. Voilà. Donc, c'est un conseil vraiment que je peux vous partager. Souvent, je demande aux gens, faites à une page, et vous verrez que faire une page, c'est compliqué. Et après, quand vous avez bien quelle est votre idée, faites un 4 pages. Et ce 4 pages va vous permettre de pouvoir partager votre projet avec des gens qui peuvent vous accompagner sans pour autant y passer des heures et des heures comme quand on monte un dossier. Une fois que vous avez calé 4 pages, après on vous fera rentrer le dossier. Voilà. Parfait. Donc, Christine, un tout grand merci pour cette soirée. Je suis sûre qu'on se reverra assez rapidement dès que la décision a été prise au Parlement sur le cadre budgétaire et dès que les nouveaux critères seront définis. J'espère que nous nous reverrons en vrai lors du congrès à Saint-Brieuc, où j'espère vous aurez un petit stand. Et j'aimerais également vous inviter, même si ce n'est que pour quelques minutes, pour une toute petite intervention, pour le 24 octobre, où nous allons présenter le congrès à nos adhérents pour les récompenser un peu du congrès que nous avons dû reporter. Donc, si vous avez le temps dans la matinée du 24, c'est un samedi. Alors, le 24, c'est un samedi. Non, malheureusement, je suis en vacances pendant cette période-là. Je suis désolée. Pas de chance. C'est à quel endroit? Non, c'est en visio. C'est en visio. Ah, c'est en visio. Alors, peut-être que je peux essayer de... Non, je crois que ça va pas être possible parce que je serai au fin fond du Lot. Sur des chemins de randonnée, je pense que ça va être trop compliqué. Oui, c'est peut-être un peu compliqué. Ça aurait été avec plaisir, mais voilà. En tout cas, Exactement. Elle sera enregistrée. De toute façon, Christine, oui. cette réunion sera enregistrée. Ok, parfait. Donc, un tout grand merci et merci à la prochaine. Et à très bientôt. Vous tous également, merci d'avoir participé. Tout besoin, n'hésitez pas évidemment à cette soirée. Et merci de votre invitation, c'est toujours un plaisir. Puis excusez-moi de vous avoir pris un petit peu à contresens, mais... Non, mais on est là pour ça, on est là pour entendre aussi. Moi, sans aucune animosité. Hein, je sais, non, il n'y a aucun souci. Hein, je veux dire, moi, je pense qu'on est aussi là pour ça. Et c'est tout à fait normal d'entendre ce que disent les porteurs de projets. Et c'est important de le faire remonter. Tout à fait. Surtout que ce n'est pas jamais nous qui portons directement souvent. On vient en soutien. Bien sûr.
Par contre, derrière, quand ça marche pas, c'est nous les fautifs. Hein. C'est toujours comme ça. Parfait. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.